Bonjour à tous. Alors, c'est le 3e épisode de notre série spéciale fiscalité immobilière. Une série que vous suivez. Et ça, je suis assez étonné. Parce que quand j'ai lancé cette idée d'une série de l'été spéciale fiscalité immobilière, j'étais le premier à me dire, attention, tu vas traiter d'un sujet un peu compliqué au beau milieu de l'été, qui va écouter. Alors, voilà. Alors, attention, c'est pas des audiences de 10 000 personnes, 20 000 personnes par épisode. Mais bon, c'est pas ce que je cherche. Moi, ce que je cherche avant tout, c'est surtout de m'adresser à des personnes passionnées, curieuses, etc. Donc, ça marche plutôt bien. Autre chose qui me satisfait régulièrement, moi j'ai fait un petit peu appel à vous en disant si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas, et j'en reçois. Et donc ce qui fait que je vais consacrer à un moment donné un épisode à répondre à vos questions. Voilà, ça s'accumule un petit peu. Donc je le ferai un petit peu plus tard, et vous pouvez continuer d'ailleurs de le faire. Alors vous me contactez sur mes réseaux sociaux, vous me contactez pourquoi pas par mail, ou dans les notes dans les commentaires de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, etc. Voilà, et je répondrai à vos questions spéciales fiscalité immobilière. Alors, c'est le 3e épisode, ça veut dire qu'il y en a déjà 2 qui précèdent. Le premier, on avait bâti une grosse introduction en définitive pour quand même se motiver sur le fait que la fiscalité immobilière, elle est absolument essentielle aujourd'hui quand on veut louer un bien, qu'on s'intéresse à la rentabilité. Deuxième épisode, on avait parlé de la location nue. Donc, je vous renvoie à tout ça. Alors, vous pouvez, petite précision, il n'est pas obligatoire d'écouter ces épisodes dans l'ordre pour comprendre. Vous pouvez le faire sans souci si vous prenez le train en route. Il y a aucun problème. Et donc, dans ce 3e épisode, puisque j'y viens, on va traiter d'une question qui je sais intéresse beaucoup, c'est la location meublée. Alors, c'est une question qui intéresse beaucoup parce que la location meublée, c'est beaucoup de choses. C'est-à-dire, si je prends au bas de l'échelle, sans que ce soit péjoratif de ma part, je fais du Airbnb 3 jours dans l'année, je fais de la location meublée. Je fais, je sais pas, moi, je suis propriétaire d'une trentaine de biens, je sais pas moi, en station balnéaire et à la montagne. Je fais aussi de la location meublée. Je fais de la location longue durée, par exemple à des étudiants sur les périodes universitaires et scolaires, je fais de la location meublée. Donc en fait, on voit que c'est quand même beaucoup de choses et il n'y a pas nécessairement des choses en commun en fait sur le contribuable, parce honnêtement, entre celui qui va récupérer, 1 000 euros sur l'année en louant une chambre dans son appartement, et puis celui qui fait ça en étant professionnel. Alors, on va parler là de loueurs en meublé professionnel. Il n'y a pas grand-chose en commun entre les deux. Mais il n'en demeure pas moins que ces deux catégories, volontairement séparées l'une de l'autre, dont je viens de parler, il n'en demeure pas moins que elles rentrent dans une même catégorie fiscale. Cette catégorie fiscale, que je vais expliquer, qu'on appelle le BIC, les bénéfices industriels et commerciaux, ça va rentrer donc dans cette grande catégorie. Alors, sur les termes employés, petite précaution d'emblée. Il y a un terme que je vais jamais employer tout au long de l'épisode. Je n'utiliserai jamais le terme niche fiscale Airbnb ou fiscalité Airbnb. Pourquoi ? Parce que la fiscalité Airbnb, ça n'existe pas. Vous ne trouverez pas dans votre déclaration d'impôt une case à cocher fiscalité Airbnb. Ça n'existe pas. On a une grande catégorie qui est la fiscalité du meublé, une fiscalité plus spécifique est celle du meublé de tourisme, mais il n'existe pas de dispositif fiscal spécial Airbnb. Et déjà rien que ça, c'est une réponse à une question, parce que tout à l'heure, je suis allé me balader un petit peu sur le site de Airbnb. Alors, j'ai rien contre Airbnb, mais honnêtement, quand vous êtes un
propriétaire qui voulait faire de la location de type Airbnb et vous voulez une réponse fiscale très claire sur la manière dont vous allez déclarer vos loyers encaissés, bonjour, il n'y a pas d'infos quasiment sur le site de Airbnb, ce qui pour moi est quand même un gros manquement. J'ai cherché, j'ai passé 20 minutes à essayer de trouver, j'ai essayé de me mettre à la place d'un contribuable qui fait du Airbnb, d'essayer de trouver sur la plateforme des informations très claires. Après tout, on peut dire que la plateforme pourrait être tout à fait adéquate par rapport à ça. Je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé 2 liens à un moment donné qui me mettaient en relation avec les impôts. Bon, voilà. Et puis, dont un lien qui marchait plus. Alors, vous voyez, donc là-dessus... donc, pour en revenir à ce que je vous disais à l'instant, je ne traiterai pas, je n'emploierai jamais ce terme. Je parlerai de la location meublée de manière large. Alors, le problème, et vous allez voir, ça va être un problème, on peut parler de jungle fiscale, et surtout en 2024, c'est que la question du meublé, c'est une question compliquée. Je ne peux pas vous dire, on va traiter ça de manière extrêmement simple, parce que ce n'est pas le cas. Alors, un petit peu dans la philosophie de tout ce que je fais depuis que j'ai créé ce podcast, et puis surtout depuis que j'ai lancé cette série spéciale fiscalité immobilière, je vais essayer d'être relativement simple. Alors, simple, ça veut pas dire simpliste, parce que simpliste, j'aime pas trop. Si on est simpliste, on caricature et on passe à côté des explications. Donc, je vais essayer d'être simple. Donc il y a des sujets que je ne traiterai pas. Il y a un sujet que je ne traiterai pas, c'est celui du loueur en meublé professionnel. Alors on va me dire, oui, mais c'est quand même dommage de pas traiter de la question du loueur en meublé professionnel. Oui, peut-être, mais si je pars dans tous les méandres des dispositifs concernant le meublé, la fiscalité du meublé en tout cas, c'est un épisode de 3 heures qu'il faut, c'est un épisode de 3-4 heures. Donc c'est pas l'objectif, mais je tiens d'ores et déjà à mettre en place un certain nombre de limites. Alors, pourquoi aussi c'est une question compliquée ? En fait, on va être dans une catégorie qui a très longtemps été favorisée sur le plan fiscal. Et ça, les pouvoirs publics, pour les pouvoirs publics, c'était quelque chose de voulu, mais qui date d'il y a plusieurs décennies, pour un certain nombre de raisons. C'est que le meublé, la fiscalité du meublé, on la favorisait parce qu'on voulait qu'il y ait du meublé de tourisme en France. Et c'est pas un hasard. La France est une des premières destinations touristiques au monde, et donc procéder de la sorte, favoriser le meublé en France, c'était une manière quand même directe de créer une offre d'hébergement à côté de l'offre hôtelière classique. Donc on a très longtemps été sur cette ligne, et il faut reconnaître que quand on voyage un petit peu en Europe et qu'on compare avec ce qui se passe en France, on peut dire, même si le fossé, je trouve, s'est comblé ces 10 dernières années, on peut dire que pendant longtemps, on était plutôt très favorisé en France. Il n'y a pas un village où vous n'avez pas la possibilité de louer une petite maison, etc., ou la moindre ville où vous pouvez pas loin un appartement meublé, ne serait-ce que pour quelques jours, et tout ça a explosé, évidemment, avec les plateformes de type Airbnb. Mais tout ça est quand même très critiqué. Alors c'est quand même très critiqué depuis quelques années, parce que là il faut pas, on va pas se mentir, le meublé a déstabilisé quand même l'offre classique. Là il y a des chiffres d'ailleurs à ce sujet-là. Il y a beaucoup qui disent oui c'est pas vrai, etc. Bon. Désolé, c'est une réalité. Le meublé a déstabilisé. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en fait un propriétaire bailleur et que vous cherchez une rentabilité maximale, et ça on peut pas le reprocher à un propriétaire bailleur de rechercher une rentabilité maximale. Quand il compare la location nue, et là je vous renvoie à l'épisode précédent si vous voulez avoir des points de comparaison, quand vous comparez la location nue et la location meublée, il n'y a pas photo, il y a des mécanismes en location meublée qui permettent quasiment de ne pas payer d'impôts. Donc, on peut pas reprocher à quelqu'un qui a des appartements, y compris des appartements qu'il avait l'habitude de louer nus, de basculer sur de la location meublée. C'est ce que beaucoup ont fait dans des proportions très importantes
en France, et encore plus importante quand vous êtes dans une ville où il y a une forte demande en location meublée. D'où la tentation d'aller sur du Airbnb plutôt que d'aller sur de la location longue durée nue classique. Ah oui, mais le problème, c'est que ça a déstabilisé les marchés locaux et que vous avez des villes où aujourd'hui il est extrêmement difficile de trouver un appartement longue durée en location nue. C'est même quasiment impossible dans certains endroits pour des petites surfaces en particulier. Et donc ça, c'est un vrai problème. Alors, ce qui fait qu'en fait, on voit bien que progressivement, les pouvoirs publics souhaiteraient rogner sur la fiscalité de la location meublée. Mais c'est pas si simple que ça, parce que à la fois, vous voyez, il peut y avoir cette tentation, mais si vous le faites, si vous placez le curseur trop loin, vous risquez de supprimer une grande partie en fait de l'offre de type Airbnb ou de l'offre de tourisme. C'est pas l'objectif non plus. Et puis il y a aussi un élément, moi je pense qu'il faut pas négliger dans l'histoire. Ce sont, on va dire alors, le terme n'existe pas, c'est moi qui l'invente là en ce moment. Les micro-bailleurs. Alors c'est quoi les micro-bailleurs ? C'est les gens qui ont besoin d'un complément de ressources et qui vont louer une chambre, qui vont louer une partie de leur appartement. Alors modestement sur une année, ouais, mais sauf que ça leur apporte un complément de revenus sur l'année. Ils en ont besoin parce que soit ils ont des petites retraites. Je prends des exemples que moi j'ai déjà vus en faisant de la location Airbnb en tant que locataire. Un jour, j'étais tombé sur une dame qui avait, 75 ans. Et son Airbnb lui permettait d'arrondir une retraite. Elle m'avait expliqué que sa retraite était très faible. Elle louait une partie de sa maison. Donc cela, il faut en tenir compte. Donc si vous supprimez du jour au lendemain la fiscalité avantageuse du meublé, vous risquez d'enlever aussi une faculté qu'ont ces personnes à se louer et à réaliser un complément de revenu. Donc vous voyez que l'affaire est pas si simple que ça, ce qui explique en grande partie les atermoiements, les indécisions à réformer tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'il faut réformer, mais on ne sait pas tout à fait par quel bout prendre les choses, il faut bien le reconnaître. L'année 2024 a été extrêmement compliquée sur la question de la location meublée, et pour dire les choses franchement, depuis la fin de l'année 2023, quand il s'est agi de voter pour la loi de finances pour 2024. Affaire très compliquée. Donc l'affaire a été très compliquée. Je vais passer tout ça. En soi, c'est une histoire. Je l'ai fait peut-être, je me souviens plus, dans un ou deux épisodes. Je suis revenu un petit peu. Si je me souviens maintenant, je l'ai fait de manière assez détaillée dans un épisode. Je suis revenu sur tout l'historique des changements liés au vote de la loi de finances, une erreur sur le 49.3 au moment du vote de la loi de finances, puis les amendements du sénateur Brossat, qui s'est ensuite transformé en un recours devant le Conseil d'État, le dit Conseil d'État, qui a rendu une décision cet été, il y a seulement quelques semaines. Je vais laisser tout ça de côté, parce que, pareil, l'épisode durait des heures. Je vais me contenter, ce qui est déjà une grosse affaire, de revoir qu'est-ce qui, en août 2024, s'applique, et on va laisser de côté voilà toutes les péripéties fiscales et juridiques qui ont émaillé l'année. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, et je ne veux pas anticiper sur la conclusion qui viendra tout à l'heure, c'est que cette fiscalité de la location meublée, elle n'est pas figée pour l'éternité. Loin de là. Il y a des choses en route pour la réformer, qui ont été stoppées en particulier avec la dissolution du mois de juin. Et tout ça, c'est un peu en jachère, et il faut être extrêmement attentif à ce qui va se passer dans les mois qui viennent, presque dans les semaines qui viennent, sur cette évolution. Et nul doute que ce qui va se passer en fait dans les mois qui viennent va donner un petit peu le diapason de cette nouvelle fiscalité du meublé. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle sera ? Je n'en sais rien. On peut avoir des pistes, mais voilà, c'est pas le sujet aujourd'hui.
Donc voilà une introduction assez longue, j'en suis désolé, mais il s'agissait de mettre un petit peu en perspective cette question de la location meublée, ça me semblait utile. Alors maintenant, on y va. Passion Immo, épisode 88, mais 3e épisode de cette série de l'été spéciale fiscalité immobilière, c'est parti. Alors, comme pour la location nue, on va se retrouver avec deux régimes. Là-dessus, c'est souvent le cas. En matière fiscale, on a un régime simplifié et un régime qu'on appelle réel, un peu plus complexe, il faut reconnaître. Les deux régimes répondant à des logiques différentes. Un régime micro, c'est un régime qui s'adresse en général pour des revenus imposables faible, même si sur le faible, ça peut être relatif par moment. Et puis le régime réel, il va s'adresser plus particulièrement à soit ceux qui ont des revenus plus élevés, soit ceux qui veulent mettre les mains dans le cambouis. Alors mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire, je compte mes recettes, évidemment, mais je vais comptabiliser mes charges. Et puis, on va voir qu'en matière de meublé, mettre les mains dans le cambouis, c'est pas une mince affaire, malheureusement. C'est tellement peu une mince affaire que, ce qui va se passer, c'est que, malheureusement, quand on fait du meublé dans le cas du régime réel, ça va être difficile de faire abstraction d'un comptable pour avoir une aide quand même un petit peu solide. On n'est pas obligé, cela dit, mais c'est quand même en général plutôt recommandé, surtout si on ne maîtrise pas bien toutes ces choses. Première chose à dire, c'est qu'on n'est pas du tout dans le régime fiscal de la location nue. C'en est un autre. C'est lequel ? C'est ce qu'on appelle le régime BIC. Le régime BIC, c'est les bénéfices industriels et commerciaux. Alors, ça veut dire, c'est une activité commerciale, ce qui va avoir un certain nombre de conséquences. On va en parler à un moment donné. Et puis, ça veut dire aussi une chose, c'est que si vous faites de la location meublée et de la location nue, admettons, et même parfois modestement, vous avez des gens, qui ont un appart en location nue et un appart en location meublée, vous devez être dans deux catégories de revenus différentes. Les revenus fonciers pour votre location nue et les BIC pour votre location meublée. Alors, c'est pas en soi une affaire ultra complexe, mais elle peut l'être pour quelqu'un, qui maîtrise ces mécanismes de manière superficielle ou imparfaite. Donc il faut y faire un petit peu attention. On va avoir donc deux types de régimes. Un régime micro-BIC, alors qui a un système forfaitaire, comme la location nue. Alors c'est pour ça que si vous voulez des points de comparaison, il n'est pas inutile d'écouter l'épisode précédent pour avoir des points de comparaison. Donc régime forfaitaire qui va être relativement simple. Et puis j'ai un autre régime qui est le régime BIC réel. Alors là, celui-là, je vais déterminer un revenu imposable et le revenu imposable, ça va être les loyers encaissés moins les charges, et on va voir qu'il y a un certain nombre de charges auxquelles j'ai le droit de déduire, et puis certaines que je n'ai pas le droit de déduire. Puis on verra surtout une des originalités du système du meublé réel, c'est que je vais pouvoir faire des amortissements. Alors pour certains, ça peut paraître être un gros mot ou quelque chose d'un petit peu obscur, et je le comprends tout à fait, mais on va s'y arrêter un petit peu à un moment donné sur les amortissements, parce que vous allez voir que c'est peut-être l'élément qui va, c'est pas peut-être, c'est certain, c'est l'élément qui va permettre en fait en grande partie de payer moins d'impôts, ces fameux amortissements. Alors on va commencer par le régime micro-BIC, le plus simple, et puis après on parlera du réel. Alors, ce régime micro-BIC, c'est mon régime par défaut. Mon régime par défaut, c'est-à-dire si je dis rien, je vais me retrouver dans ce système d'imposition. Alors, il obéit à une logique quand même. Un plafond de revenus, c'est-à-dire je ne peux pas, au-delà d'un
plafond de revenus être dans ce régime micro. Donc en fait, on va le réserver à une catégorie de contribuables qui ont des ressources, en tout cas ressources sous la forme de loyers encaissés en deçà d'un certain plafond. On va voir les plafonds après. Ça, c'est la première logique. Deuxième logique, il y a un abattement qui va s'appliquer pour calculer le revenu imposable. Donc un régime qui est relativement simple. Alors je dis relativement parce que je trouve qu'en 2024, tout ce qui s'est passé, toutes les histoires dont j'ai parlé précédemment, n'ont pas contribué à simplifier le système. Cela dit, on va voir qu'il reste quand même très très accessible. Donc, je répète, un plafond de revenus et un abattement pour calculer le revenu imposable. Si je me retrouve en fait au micro-BIC si je suis en dessous de ce revenu. Mais ça ne m'empêche pas de passer au réel si je le souhaite quand même. Et on verra quand même que très souvent, il y a de gros avantages à être au régime réel, même pour des revenus, pour des loyers encaissés en meublé relativement faibles. Et là, on va pas s'y tromper. À la fin de l'année dernière, l'administration fiscale a communiqué sur le nombre de contribuables qui sont au régime micro-BIC pour faire du meublé. Ils sont à peine 130 000. C'est très faible. Donc, normal. C'est tout à fait logique compte tenu des avantages que va donner le réel et dont je parlerai tout à l'heure. Alors, il y a une certaine complexité, en revanche, sur les seuils et les taux d'abattement en fonction de la nature même de location que j'ai mise en place. Je vais en dire deux mots juste après. Alors, c'est un régime, ce régime micro-BIC, par qui il est choisi principalement? Il est choisi par ceux qui ont besoin de simplicité. Et ceux qui ont besoin de ces simplicités, c'est ceux qui ont peu de recettes à l'année et qui veulent pas se prendre la tête avec une comptabilité, parce que on va en parler à un moment donné. On doit malheureusement mettre en place une comptabilité si je suis au réel. Donc en fait, c'est le régime presque rêvé pour ceux qui font du Airbnb. Si vous faites du Airbnb de manière simple à l'année et de manière relativement modeste, c'est-à-dire un nombre de nuitées qui reste un nombre de nuitées, je sais pas moi, inférieur à 20, 30, ce qui reste relativement faible sur une année, ce régime micro, il va être tout à fait correct, Même si, alors là, je fais une petite parenthèse. Ça sera intéressant de regarder parmi ceux qui ont adopté le régime micro, qui font du Airbnb. Il suffirait de leur faire la démonstration en une dizaine de minutes pour leur montrer qu'il ferait mieux de passer au réel. C'est qu'en fait, souvent, ils paieraient beaucoup moins d'impôts, voire pas d'impôts du tout, s'ils passaient au réel. Mais le réel peut effrayer un petit peu, je le comprends tout à fait, compte tenu de la complexité quand même un petit peu plus grande qu'il suscite. Donc, si je reviens sur ce régime micro-BIC, on a une simplicité. Je prends mon revenu imposable. Mon revenu imposable, ça va être donc mes loyers encaissés. Et à mes loyers encaissés, je vais appliquer un abattement qui va diminuer le montant de mes loyers imposables. Et c'est ça qui va déterminer en fait le montant de mon revenu imposable et qui va s'ajouter éventuellement à mes salaires ou à mes autres revenus. Alors quels sont les abattements applicables? C'est là où c'est un petit peu plus compliqué. Quand on avait parlé de la location nue, c'était simple. Dès lors que je fais de la location nue, c'est un abattement de 30% qui s'applique, point barre, au-delà d'un revenu de 15 000 euros. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué parce que on va tenir compte, en fait, du type de location meublée. Alors, si on catégorise les choses, si je fais de la location meublée de longue durée, cas classique, je loue un bien à un étudiant, je sais pas moi, tout au long de son année scolaire, 9 à 10 mois par exemple. C'est de la location meublée longue durée. Je loue à un cadre qui vient faire une formation longue de 6 mois dans une ville et qui a besoin d'un meublé. Ça, c'est de la location longue durée. Si mes recettes sont inférieures à 77 700 euros, je vais calculer mon revenu imposable en appliquant un abattement de 50%. Ce qui revient en fait à dire que seule la moitié de mon
de mes loyers encaissés vont être imposés. C'est quand même déjà là, vous voyez, un système qui est beaucoup plus intéressant que la location nue. Dans la location nue, j'ai un abattement qui n'est qu'un abattement que de 30%. Là, j'ai un abattement de 50% si je suis dans cette situation. Donc on voit, c'est l'exemple que je prenais au départ, rien qu'avec ça, je pourrais m'arrêter là, rien qu'avec ça, on voit que l'intérêt de la location meublée, il est évident par rapport à la location nue. Donc ça, c'est pour les locations meublées de longue durée. Maintenant, j'ai ce qu'on appelle le meublé de tourisme. Alors, le meublé de tourisme, qu'est-ce que c'est ? Le meublé de tourisme, c'est du meublé qui est étiqueté, qui est classé comme meublé de tourisme. Et c'est là, paradoxalement, que le coup de rabot fiscal a été le plus fort. Coup de rabot fiscal, je vous passe sur les détails de ce qui s'est passé en 2024. C'est-à-dire qu'en fait, sur le meublé de tourisme, on a voulu le rendre moins attractif qu'il n'était, et en fait, on l'a aligné quasiment sur la location nue. Alors là, sur le meublé de tourisme, ça fonctionne si j'ai des recettes inférieures à 15 000 euros, et là, je n'applique qu'un abattement de 30%. Voilà. Donc là, j'ai un régime micro-BIC qui est pas terrible, en fait, mais c'est voulu, de toute façon. J'ai un régime micro-BIC qui est pas exceptionnel, mais qui est celui de la location nue, en définitive. Et l'objectif, il est très clair, c'est qu'en fait, on a voulu ici ne pas donner d'avantages supplémentaires sur le plan fiscal à ceux qui choisissaient, en fait, ce mode d'imposition. Et puis on a une catégorie supérieure, c'est un petit peu, voilà, c'est le meublé de tourisme classé et les chambres d'hôtes. Alors je dirais un mot juste après sur le meublé de tourisme, sur le classement d'un meublé, ce qui se fait pas non plus automatiquement. Alors là, quand on fait du meublé de tourisme classé, j'insiste bien sur le terme classé, et qu'on fait des chambres d'hôtes, alors là on bénéficie d'un abattement de 71%, ce qui est important, parce que ça veut dire qu'en fait, sur mes loyers encaissés, ne seront imposables que 29% de ces loyers encaissés. Et là, c'est sur des recettes inférieures à 188 700 euros à l'année. Alors, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Quand je fais du meublé de tourisme classé ou des chambres d'hôtes, on voit bien qu'on est toujours dans le cadre d'une niche fiscale quand même. C'est absolument une évidence. Bon. Donc, vous voyez ce que je vous disais en introduction, en petite introduction en fait de cette présentation du régime BIC. On voit que, vous voyez, vous avez cette catégorisation qui fait qu'en fonction que vous êtes de la location meublée de longue durée, du meublé de tourisme ou du meublé de tourisme classé ou des chambres d'hôtes, vous n'avez pas, vous voyez, le même plafond de revenus et vous n'avez pas le même abattement qui s'applique. Bon, très honnêtement, c'est trop compliqué. Là, il faut que clairement, dans les mois et les années qui viennent, on ait vers plus de simplification à ce niveau-là. C'est quand même un peu un casse-tête. Et histoire d'en rajouter sur le casse-tête, il faut que je signale une super niche fiscale. Alors 2024, voilà, super niche fiscale avec un abattement de 92%. Oui, vous avez bien entendu, un abattement de 92%. Ce qui fait que quand vous êtes dans cette situation, imaginons, voilà, vous avez encaissé 10 000 euros de loyer à l'année, vous n'allez en déclarer que 8%. Voilà, c'est tout. Et vous avez payé les impôts sur ces 8%. Bon, c'est quoi cette super niche fiscale 2024 ? Et vous voyez que je l'étiquette bien, super niche fiscale 2024. Ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est la conséquence d'une double erreur. Voilà, bon, je reviens pas dessus. C'est à la fois un problème lié à un 49.3, qui a été mal rédigé, on sait pas trop, en fait, à la fin de l'année 2023, et une autre erreur dans la rédaction, en fait, d'un article de la loi de la loi de finances, en fait, et tout ça a abouti à cette niche fiscale absolument étonnante, mais qui est presque hors norme et qui ne devrait pas exister logiquement. Alors, il y a les conditions.
Évidemment, il faut déjà que, pour bénéficier de cette super niche fiscale, faut avoir un chiffre d'affaires qui est inférieur à 15 000 euros, donc sur une année, donc pas plus de 15 000 euros de loyer encaissé sur une année, ça c'est le premier point. Et ça ne s'adresse qu'à un certain nombre de biens situés géographiquement, principalement dans des territoires ruraux, pour être encore plus précis sur les zones B2 ou C, dans les classifications géographiques. Voilà. Donc, si on est dans cette situation-là, on peut, et qu'on fait du meublé de tourisme, on peut bénéficier de cet abattement. Alors, faut être très honnête là-dessus. Cet abattement, il est certain qu'il va disparaître l'année prochaine. Donc, vraisemblablement pour la déclaration de 2025 qui concernera les revenus 2024. Donc, ça aurait été une petite parenthèse fiscale dont on bénéficiait, mais en fait très peu de monde quand même. Il faut quand même être honnête là encore là-dessus. Donc très peu de monde en a bénéficié, mais voilà, c'est une sorte d'aberration fiscale qu'on aura eu en 2024. Je voudrais dire un mot sur le classement en meublé de tourisme, parce que on a vu que le meublé de tourisme classé, il bénéficie quand même d'un abattement encore aujourd'hui de 71%. Donc on se dit oui, mais si je fais de la location meublée, j'ai peut-être intérêt à faire du meublé de tourisme classé. Pourquoi pas ? Mais oui, sauf que ça se fait pas comme ça. Il suffit pas que je me déclare meublé de tourisme classé. Il va falloir faire une demande administrative, elle n'est pas obligatoire, bien évidemment. Alors, il y a des conditions de surface. C'est une surface de 9 mètres carrés minimum si j'ai une cuisine séparée, 12 mètres carrés s'il y a un coin cuisine. Et le logement, il va être classé. Et il va être classé selon 112 critères. Et pour chacun de ces critères, on va appliquer de 1 à 5 étoiles. Donc, en fait, le bien en question, il est visité par une structure qui a l'aptitude à le faire. Donc, on va classer. Et donc, vous n'êtes pas certain d'être classé location meublée de tourisme. Bon, le but, il est très clair, c'est d'évaluer la qualité du meublé en termes de confort, en termes de prestations. Et si je veux obtenir mon classement, il faut que je réponde à ces différents critères. Dans l'idée, c'est exactement le même système qu'un hôtel. Un hôtel classé en un certain nombre d'étoiles en fonction des prestations et des services qui sont offerts. Là, c'est exactement la même chose. Donc, on voit que bénéficier de cet abattement à 71% et d'un niveau de revenu possible dans ce régime micro, il n'est pas accessible à tout le monde, à moins de souhaiter répondre en fait à ces critères. Et attention encore à autre chose. Dans certaines grandes villes, on a ajouté des critères supplémentaires parce que vous avez un certain nombre de métropoles qui ne souhaitent pas que tout le monde puisse comme ça passer du jour au lendemain dans la catégorie du meublé de tourisme classé. Voilà. Donc attention à ça, mais je voulais quand même le signaler pour être complet sur cette question. On vient de voir en fait comment fonctionne ce régime micro. Donc un régime micro, qui permet de faire une déclaration d'impôt simplifiée. Je prends mes loyers encaissés, j'applique un abattement et j'ai mon revenu imposable. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce qui se passe au régime réel. Alors le régime réel, ce régime réel, on en avait pareil, je vous renvoie au sujet précédent, dans l'épisode précédent où on avait parlé de location nue. Ce régime réel, il va avoir cette caractéristique, je prends mes loyers de l'année et je vais avoir un certain nombre de charges déductibles. Je vais enlever ces charges déductibles et ça va venir diminuer. Bon, donc là, ça veut dire que déjà, je dois être dans une comptabilisation exacte et précise de l'ensemble de ces charges. Les impôts ne vont pas vous demander au moment où vous faites votre déclaration, d'envoyer l'ensemble de vos factures éventuellement, mais vous devez les conserver pour les mettre à disposition de l'administration fiscale si jamais elle souhaite contrôler l'effectivité des charges que vous avez enregistrées, en tout cas dont fiscalement vous avez voulu tenir compte. Bon.
Il n'y a rien de spécialement original par rapport aux charges déductibles dans le cadre de l'allocation nue. Donc, alors il y a des petites divergences, je reconnais, je préfère rester simple quand même. Disons que globalement, les charges déductibles de l'allocation nue vont se retrouver quand je fais de l'allocation meublée. L'originalité, la spécificité, elle est pas là. La spécificité, elle est sur le plan des amortissements. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Bon, bah là, je vais y venir. Je vais parler des amortissements. Là, il faut bien comprendre qu'on est dans le cadre d'une comptabilité de type commercial. Comme une société. C'est ça les BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Quand je fais une déclaration de revenus dans le cadre des bénéfices industriels et commerciaux, on voit bien que je ne suis absolument pas dans la même logique plutôt très simple d'une déclaration dans le cadre d'une location nue. Bon, et c'est peut-être là où il faudrait une harmonisation, c'est-à-dire que si je peux me permettre cette parenthèse, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il va falloir, je suis pas le seul à le penser, évidemment, il va falloir aller vers de la simplification. La simplification, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'à un moment donné, l'idéal, ce serait quelqu'un loue un bien, qu'il fasse de la location nue ou de la location meublée. Il a les mêmes avantages fiscaux, c'est la même simplicité de déclaration. Je pense qu'on résoudrait une grande partie des problèmes en procédant de la sorte. Mais là encore, c'est pas si simple que ça. Donc, mais l'idée fait son chemin quand même de plus en plus. Alors, les amortissements. Les amortissements, je n'ai pas le droit d'en faire quand je fais de la location nue. Premier problème là qui est résolu. Donc, ce qui fait que là, parce que je vais vous expliquer simplement ce que sont les amortissements. Les amortissements, vous allez vite vous rendre compte de l'intérêt d'en faire. Et comme je ne peux en faire que dans le cadre de la location meublée, on va tout de suite en conclure. Ah oui, tiens, ça serait peut-être pas une si mauvaise idée de faire de la location meublée. Alors, les amortissements. Déjà, un amortissement, qu'est-ce que c'est ? Un amortissement, c'est tenir compte de l'usure d'un bien. Donc, par exemple, je vais prendre une voiture. Bon, parce que quand je fais une comptabilité de type commercial, je vais tenir compte de l'usure de mon véhicule. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chaque année prendre la valeur du véhicule, je vais diviser cette valeur par 5, en général, dans le cas d'un véhicule, et je vais comptabiliser cette somme d'argent pour tenir compte, en fait, que mon véhicule, chaque année, va s'user et que je devrais sans doute le remplacer au bout de 5 ans. Alors là, dans le cas d'un bien immobilier, ça va être un petit peu différent parce que un bien immobilier dure plus longtemps qu'une voiture. Je vais prendre un exemple simple. Si j'ai un bien qui a une valeur de 100 000 euros et que je décide de l'amortir sur 40 ans, bon, parce que compte tenu de ce qu'est un bien immobilier, qui est une durée tout à fait classique, ça veut dire que je vais avoir une valeur d'amortissement de 2 500 euros par an. Pendant 40 ans, vous multipliez 40 par 2500, vous arrivez à la valeur de votre bien. Donc 2500 euros. J'ai une valeur d'amortissement de 2500 euros. Donc ça veut dire que si je suis dans une logique, je me dis, tiens, voilà, je vais comptabiliser ces 2500 euros, on va voir comment. Je vais comptabiliser ces 2500 euros tous les ans, ça va tenir compte de l'usure de mon bien immobilier chaque année pendant 40 ans. Je simplifie le calcul, et là, parenthèse à ceux qui connaissent un petit peu tout ça, je ne parle pas des amortissements par composants, qui sont quelque chose de beaucoup plus complexe à mettre en œuvre et que honnêtement, oralement comme ça, sans avoir derrière moi un tableau pour vous expliquer ce que sont les amortissements par composants, ça serait pas évident à comprendre, donc on va laisser de côté. On va retenir simplement l'idée des amortissements ici. Cette valeur d'amortissement, c'est-à-dire ces fameux 2500 euros dans mon exemple simple que je viens de prendre, je vais pouvoir les soustraire au loyer encaissé. C'est-à-dire, en fait, ils vont s'ajouter aux charges déductibles. Et vous voyez que ça va réduire votre montant imposable. C'est-à-dire que si je loue un bien en meublé qui a une valeur de 100 000 euros, ça veut dire que je vais pouvoir chaque année enlever 2500 euros à mon montant de loyer encaissé, ce qui va venir évidemment diminuer mon revenu imposable. Ça, je l'ai pas en location nue.
Donc l'avantage ici, il est énorme. Surtout que l'atout d'un amortissement, c'est quoi? C'est que la valeur, cette somme, elle n'est pas décaissée. C'est un outil comptable. Donc vous voyez, vous avez un élément qui vient réduire votre revenu, en fait, vos loyers encaissés, mais vous n'avez pas dépensé en tant que tel la valeur de cet amortissement. C'est une sorte de paradis fiscal. Bon, je me déguillemets, évidemment, un paradis fiscal. On commence à voir. Alors, si vous connaissez le système, évidemment, je vous apprends rien. Par contre, si vous ne connaissez pas le système, je pense que vous commencez à entrevoir tout l'intérêt qu'il y a à réaliser des amortissements et donc à faire de la location meublée, mais à l'intérieur de la location meublée, à faire du réel et pas du régime micro, parce que je peux pas faire des amortissements quand je suis dans le cadre d'un régime micro. Et ça vous renvoie à l'information que je vous ai donnée tout à l'heure. Je vous ai dit, il y a que 130 000 environ contribuables qui, faisant de la location meublée, sont au régime micro. Bah oui, mais on les comprend, ils sont pas fous. Ils vont plutôt aller sur le régime réel, parce que le régime réel, il leur permet justement de réaliser des amortissements. Quelle durée pour ces amortissements? Parce que moi, je vous ai donné un exemple de 40 ans. C'est un choix que je fais. Et on voit bien que l'intérêt du contribuable ici, c'est d'avoir une durée d'amortissement la plus faible possible. Plus ma durée d'amortissement va être faible, et plus la valeur de mon amortissement chaque année va être importante. Bon, alors évidemment, il faut pas faire n'importe quoi. Si je fais une durée d'amortissement de 5 ans, admettons, ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Et là, je risque de la part de l'administration fiscale, en cas de contrôle, un redressement assez sévère. Bon, alors, en général, on part du principe que on peut, pour de la location meublée, descendre vers 18-20 ans de manière raisonnable. En dessous, non, ça n'a pas de sens, et on risque, il faut être très honnête là-dessus, on risque un redressement en cas de contrôle. Mais je peux faire, une durée d'amortissement, donc vous voyez, de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire davantage. Ça, c'est le choix du contribuable. Donc, ça me donne un levier. Ça me donne un levier, c'est-à-dire je vais pouvoir, à la limite, et c'est pas à la limite, c'est ce qui va se passer en réalité, je vais choisir la durée de mon amortissement pour payer le moins d'impôts possible, voire pour ne pas en payer. Bon, alors je peux pas dire mieux. Et donc, quand on fait des simulations avec un contribuable pour l'aider à choisir le régime fiscal le plus adéquat, et on voit qu'à l'intérieur de ce régime fiscal le plus adéquat, il y a des décisions à prendre, notamment sur la durée de l'amortissement, on va le faire de manière à ce qu'il paye le moins d'impôts possible, voire qu'il n'en paye pas. Et là, en fait, on est sur quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui ouvre une porte absolument extrêmement intéressante. On va pas se le cacher. Alors, je vais rester ici dans ces explications. À la limite, si vous voulez que je consacre un épisode où je ne parle que des amortissements en matière de location meublée, je le ferai. Vous me dites dans les commentaires. J'ai peur que ce soit un peu technique, en fait, à expliquer comme ça verbalement. Mais pourquoi pas, tout est possible. Bon, vous me dites si éventuellement un sujet aussi technique pourrait vous intéresser. Je le ferai s'il y a de la demande par rapport à ça. Bon, là, on vient de voir, c'est un peu survolé, je reconnais, mais c'est quand même l'objectif ici de ne pas aller trop dans le détail pour que vous compreniez surtout les grandes lignes des mécanismes. On a vu, en fait, qu'il y avait un régime micro et qu'il y avait un régime réel. Bon, c'est lequel des deux qui est le plus intéressant? C'est souvent la question qui va se poser. Compte tenu de tout ce que j'ai dit précédemment, c'est le réel qui est le plus intéressant. Quasiment 9 fois sur 10. Bon, quasiment 9 fois sur 10. Et le chiffre de tout à l'heure le montre. À partir du moment où vous n'avez que 130 000 contribuables qui choisissent un régime micro, c'est que c'est le régime réel qui est le plus intéressant. En plus de ça, vous avez des gens
qui, à mon avis, sont au régime micro un peu par dépit parce qu'ils n'ont pas envie de mettre les mains dans le cambouis, comme je le disais dans l'introduction du régime réel. Ils veulent rester dans la simplicité. Il n'est pas évident que fiscalement ce soit intéressant pour eux de rester au régime micro, mais ils le font par simplification. Et je n'en veux pas à quelqu'un qui fait un peu de Airbnb à l'année. Je ne lui en veux pas, évidemment, de ne pas choisir le régime réel parce que, il rentrera dans un mécanisme qui, sans doute, le dépasserait. Le régime BIC réel, c'est celui qui permet de réaliser les économies d'impôts les plus importantes. C'est ce qui fait que quand on fait du meublé, on va choisir ce régime réel. C'est principalement la conséquence des amortissements. C'est pour ça que j'ai passé autant de temps à parler des amortissements. C'est intéressant, mais ce réel, il y a quand même des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est l'exigence comptable. Ça s'improvise pas de faire du meublé au réel. Clairement, ceux qui disent le contraire, ils vendent du rêve, ils vendent du vent. Mais bon, c'est une pratique, souvent aujourd'hui de vendre du vent. Je vais vous citer une anecdote d'une de mes anciennes étudiantes qui vous souhaitait en fait faire un petit investissement elle est tombée sur un agent immobilier qui je trouve a pas été spécialement réglo sur cette question-là. Alors attention, c'est pas le travail de l'agent immobilier d'aller sur la question fiscale, entendons-nous bien, parce que ça fait pas partie de son devoir de conseil. Mais il aurait dû un peu la mettre en garde, c'est-à-dire il a voulu absolument qu'elle fasse du meublé. Donc il lui a vendu un appartement dans lequel il y avait une location meublée qui était en place. Et cette étudiante, elle m'a rappelé un an après, elle me dit mais quel regret quoi. Je ne pensais pas que j'allais avoir autant de choses à comprendre, ma déclaration d'impôt, je suis un peu paumé, etc. Comment je dois faire, etc. Donc il y avait de sa part un regret et elle se disait oui, pour mon premier investissement, j'aurais pas dû faire du meublé, j'aurais plutôt dû faire plus simplement de la location nue et passer au meublé par la suite. Bon, ça, faut pas hésiter à le dire. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on est dans la logique d'un investisseur, et c'est là qu'on voit bien que cette question fiscale est là, elle pèse quand même sur les choix qu'on peut faire. En général, je déconseille à quelqu'un qui met un premier pied dans l'investissement et qui veut un peu maîtriser tout ça, je lui déconseille de faire de la location meublée. Je lui dis va plutôt sur de la location nue dans un premier temps. Alors, attention, sauf si évidemment il fait appel à une agence qui va s'occuper de toute sa gestion, ou s'il fait appel à un comptable. Alors là, aucun souci. Mais si on n'est pas aidé, si on n'est pas accompagné, il faut quand même réfléchir à deux fois avant d'aller sur de la location meublée et a fortiori sur le régime réel qui demande quand même une réelle compétence, une vraie compétence et une connaissance suffisamment approfondie. La question de l'amortissement le montre bien. Et encore, je n'ai pas approfondi la totalité de la question des amortissements. Alors, on est arrivé au terme de cet épisode qui est consacré à la location meublée. Je vous rappelle que l'objectif, il était clairement de rendre les choses simples pour que vous sachiez, vous compreniez où nous en sommes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire en guise de conclusion ? Déjà, au risque de paraître prétentieux, ce que je ne suis pas du tout, toutes mes explications sont évidemment fiables à 100%. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que, dans ma position, je lis beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, parfois sur des articles. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu lire comme approximation, comme ânerie, depuis 1 an sur la question de la fiscalité du meublé. Beaucoup. Donc, moi, je pars du principe qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, qui devraient se taire sur ces questions-là, parce qu'ils ne les maîtrisent pas. Et donc... taisez-vous quoi. Des fois taisez-vous un peu parce que de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire ceux qui lisent, ceux qui écoutent, il y a des gens, non pas qu'ils soient crédules, c'est pas la question, mais il y a des gens qui
prennent ces informations et n'ont pas tous les filtres, on va dire, d'études, d'expériences, de connaissances qui leur permettent de trier la bonne information de celle qui ne l'est pas. Bon, j'ai fait court. Bon, relativement, l'épisode il s'étire un peu, mais sur une question comme ça, je ne peux pas traiter de ça en 5 minutes. Sur cette question-là, voilà, toutes les informations que vous avez eues sont fiables à 100%. Mais attention, à la date d'août 2024, là, faut être très très clair là-dessus. C'est-à-dire que dans les informations que je vous ai communiquées, j'ai tenu compte de l'ensemble des événements qui se sont déroulés depuis l'année dernière jusqu'à la décision du Conseil d'État du mois de juillet. J'ai tenu compte de tout ça. Mais attention à ce qui va se passer pour la suite. Et la suite, qu'est-ce que c'est ? C'est la déclaration d'impôt que vous ferez en 2025 pour vos revenus 2024. Et pourquoi cette incertitude ? Il y a un certain nombre de facteurs. Et là, c'est pareil. De ma part, si je ne vous mettais pas en garde à ce sujet, je ferais pas mon boulot, façon de parler. Je suis pas payé pour ces épisodes que je réalise, mais non, je serais pas sérieux. Alors pourquoi il y a un certain nombre d'incertitudes et pourquoi il va falloir faire attention. Il y a un changement de la loi fiscale qui est en cours. Au mois de mai, il était en cours d'examen. Il y avait, je ne vais pas rentrer dans la technique parlementaire, une commission mixte paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat qui devait discuter de cette harmonisation sur le plan fiscal. Elle a été interrompue par la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors interrompue définitivement ou temporairement ? J'ai pas la réponse. En août 2024, nous n'avons pas la réponse, donc il faudra voir ce qui va se passer. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, vous avez une députée, Madame Lemeur, qui a réalisé en fait un rapport à la demande de la Première ministre en 2023, parce que la Première ministre, c'est Elisabeth Borne. Alors Elisabeth Borne, vous voyez, il y a eu Gabriel Attal entre-temps. Là, on est en train d'être dans une recherche d'un nouveau Premier ministre, mais bon, c'est pas si vieux que ça. Elisabeth Borne souhaitait une harmonisation de la fiscalité de la location nue et de la location meublée. Et donc, elle avait commandé un rapport à la députée Madame Lemeur et elle a fait une proposition de réforme sur la fiscalité locative. Certes, ce n'est qu'un rapport parlementaire. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est simplement pour rappeler que des rapports parlementaires, il y en a beaucoup. Tous ne sont pas pris en compte, mais parfois, ils sont retenus. Or, ce rapport-là, il était à la fois sérieux, documenté, et dans les commentaires qui ont suivi sa publication, on a senti, on a senti que de la part des acteurs du milieu, ce rapport était reconnu pour son sérieux. Alors pour l'instant, ça va pas plus loin, mais ce rapport, en tout cas, il préconisait un certain nombre de changements. Troisième élément d'incertitude, le vote de la loi de finances pour 2025. Cette année, il va être compliqué. Pourquoi il est compliqué ? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de majorité, mais qu'il faut quand même ficeler une loi de finances pour la fin de l'année. C'est une obligation constitutionnelle. On a vu que cet été, l'élaboration de la loi de finances, elle prend du retard, beaucoup de retard, voilà, puisqu'il y a les lettres de cadrage qui ont été envoyées assez tardivement. Bon, donc tout ça est compliqué. La loi de finances, qu'est-ce qu'elle va faire ? La loi de finances qui va être discutée à partir de cet automne, normalement au Parlement, elle va fixer le cadre fiscal pour 2025 sur nos revenus 2024. Donc ça va être à surveiller avec beaucoup d'attention. Quatrième élément d'incertitude, et vous voyez qu'il y en a beaucoup quand même, c'est qu'à l'heure où je vous parle, alors à l'heure où j'enregistre cet épisode, on ne connaît pas encore le nom du Premier ministre. Je vais pas faire de politique parce que c'est pas du tout mon propos, en tout cas sur cette chaîne et sur ce podcast. Cette incertitude, elle risque de se traduire dans la politique menée. Imaginons que dans quelques jours on désigne un Premier ministre de gauche ou un Premier ministre plutôt à droite. Quand on regarde en fait les programmes fiscaux des uns et des autres, on voit que ce qui sortirait en fait d'un gouvernement
plutôt teinté à droite ou plutôt teinté à gauche, ça n'a rien à voir. Donc là, on a une incertitude qui est assez lourde sur ce plan. Tout ça fait que personne, en fait, aujourd'hui, ne peut vous dire avec certitude comment, en 2025, vous allez faire votre déclaration d'impôt sur vos loyers encaissés, en tout cas sur le meublé. Sur la location nue, on se dit que les choses vont rester en l'état, mais après tout, je n'en suis pas certain si on a une réforme d'ampleur. Donc, il va falloir être très attentif à ça. Alors ça n'aide pas à une chose. Ça n'aide pas quand je veux éventuellement aujourd'hui acheter un bien et que je veux le louer en meublé et que je me pose la question de ma rentabilité et que ma question de la rentabilité, elle dépend en grande partie de ma fiscalité. C'est clair que quand je fais un investissement et que je ne sais pas quelle fiscalité va s'appliquer en 2024, 25, 26, etc., ça me rend un petit peu frileux et dans ces cas-là, j'ai plutôt tendance à me dire, voilà, je vais rester un peu en retrait ou alors je vais aller sur d'autres types d'investissements. Voilà. Bon, donc on ne sait pas et ceux qui vous assènent des certitudes et je vais pas citer, je vais citer personne, mais il y a encore 2 jours, je lisais quelqu'un qui était pétri de certitudes sur la fiscalité à venir et applicable. Non, désolé, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas être sur ce registre. Donc, je reprécise bien les choses. Tout ce que je vous ai expliqué est évidemment valable à l'instant où j'enregistre cet épisode et évidemment jusqu'à la fin de l'année 2024. Pour la suite, il faudra voir et évidemment, moi, je vous tiendrai au courant par l'intermédiaire de ce podcast ou de cette chaîne. Je vous expliquerai un petit peu les changements à venir. Voilà. Qu'est-ce qu'on va traiter dans les 2 épisodes suivants qui vont être encore des épisodes qui seront consacrés à la fiscalité immobilière? 2 choses. Les plus-values. Quand je revends un bien immobilier, comment ça se passe? Pareil, là, il y a des choses qui se disent là-dessus, mais attention, il y a rien de très tangible sur une réforme applicable. Et l'autre épisode à venir, on parlera de la défiscalisation immobilière en 2024. Le Pinel, il disparaît, donc etc. Qu'est-ce qui reste? Est-ce que c'est intéressant ou pas? On traitera de toutes ces questions-là. 2 choses avant de terminer. La première, c'est vous pouvez continuer de vous inscrire sur un lien que je mets dans les commentaires, dans les notes de l'épisode ou de la chaîne. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir en septembre un e-book gratuit, j'insiste bien sur le gratuit, un e-book qui transcrira et qui synthétisera l'ensemble des éléments de fiscalité immobilière que j'ai traités au cours de ces 5 épisodes spéciaux. Donc inscrivez-vous, vous pouvez évidemment continuer de le faire. Et deuxième élément, ce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est déjà un peu lointain parce que l'épisode est assez long quand même sur cette question du meublé, sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous pouvez continuer, vous pouvez me poser des questions et les questions, je ferai une sélection et je ferai un épisode spécial réponse aux questions pour défricher le terrain si besoin, parce qu'on est quand même sur des questions compliquées. Et là, la fiscalité du meublé, je reconnais qu'elle est sûrement une des plus compliquées que d'autres éléments que l'on pourra traiter. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, voilà. Et puis, prochain épisode, on va parler de plus-value immobilière. Et d'ici là, profitez, il fait encore très très beau, profitez de cet été qui se termine doucement et à très bientôt.